Bonjour, bienvenue donc en ce début d'après-midi pour un petit retour d'expérience d'une visite de certification donc sous condition du centre hospitalier de d'Hirson. Merci à toute l'équipe du centre hospitalier de nous accorder du coup ce temps d'échange et puis ce temps de préparation également du PowerPoint. Un grand merci à vous pour ce partage. Alors, quelques consignes avant de commencer. Merci de couper vos micros, de bien laisser vos caméras allumées. C'est plus sympa de parler devant des personnes que devant des écrans noirs. Si vous souhaitez prendre la parole, alors plusieurs options. On vous donnera voilà, des petits temps d'échange, donc vous pouvez réactiver vos micros, poser vos questions. Sinon, il y a la petite main levée tout en haut, ou sinon, il y a le petit chat. Je vois que ma collègue Noël a déjà mis bonjour à tous. Voilà, ce qui vous permet aussi de poser vos questions dans le chat. Le support vous sera envoyé par mail si le centre hospitalier d'Urson est d'accord. Et puis, il y aura le webinaire qui sera enregistré, disponible du coup en replay. Alors, je laisse la main du coup à Monsieur Debré. Ouais, donc c'est Madame Seguin qui va commencer. On va se présenter tout d'abord. Ouais. Moi, je suis Anne Seguin, je suis en charge de la direction des soins pour Innov, les établissements de Hirson, Le Nouvion et Vervins. Et puis moi, je suis donc le technicien qualité gestion des risques, donc sur les 3 établissements également, principalement sur Hirson, mais j'apporte quelques missions sur Le Nouvion et Vervins également. Donc, on va vous présenter l'établissement. Donc, le centre hospitalier Brissé d'Hirson est organisé en direction commune donc avec les établissements de Vervins et de Le Nouvion en Thiérache. Et nous faisons partie du GHT N Nord Haute-Saône, dont l'établissement support est le CH de Saint-Quentin. Donc, nous sommes situés sur un territoire avec des enjeux forts de santé publique, sur la zone géographique qui est communément appelée la Thiérache, donc avec la frontière avec le département du Nord, la Belgique, mais également les Ardennes. Les Ardennes. Le bassin de vie de la Thiérache présente des caractéristiques géographiques, démographiques et socio-économiques sanitaires qui influent fortement sur les besoins de santé de la population. Et l'établissement bénéficie depuis 2016 d'une reconnaissance en qualité d'hôpital de proximité. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Je ne sais pas si c'est qui passe. Ouais, mais bon. C'est bon. On a bien la connexion? Oui, c'est bon. Oui. Donc, l'établissement se compose de 50 lits de médecine polyvalente, donc 5 lits de sevrage complexe et 6 lits identifiés en soins palliatifs, 30 lits de SMR non spécialisés, un service d'urgence et un SMUR qui est également doté de 4 lits du HCD, un centre périnatal de proximité, une équipe de liaison et de soins en addicto, un hôpital de jour de médecine de 4 places, une permanence d'accès aux soins de santé, un service d'imagerie médicale avec de la radiologie conventionnelle, échographie, Doppler et scanner, et un EHPAD de 86 places, dont un lit d'hébergement temporaire et un accueil de jour de 8 places. Donc, concernant notre certification et les premiers résultats, donc, on a eu 2 fiches anomalies. Donc, sur la méconnaissance des résultats IQSS, résultats de la qualité de la lettre de sortie pour les médecins, ISATIS et DICCHA par les professionnels. Donc, il était identifié qu'on ne peut donc pas participer à leur analyse et proposer des actions d'amélioration. On reviendra sur ce point et sur l'importance d'établir un mémo pour les professionnels, parce qu'avec les changements d'abréviation, ça reste assez complexe et ça, c'est important dans la préparation. Lors de la rencontre avec les représentants des usagers, ces derniers ont précisé ne pas être informés des résultats des IQSS, entre autres de la connaissance du questionnaire ISATIS également. Donc, on a pris en compte l'ensemble des remarques des experts par chapitre pour mettre en œuvre un plan d'amélioration. Donc, sur le chapitre 1 concernant le patient, il était indiqué que pour l'implication du patient, qu'il y avait un manque d'informations spécifiques au patient relatives à la prise en charge en hospitalisation complète, un taux de retour des questionnaires de satisfaction qui était insatisfaisant pour permettre une analyse, sur l'architecture des services, qui avait un risque d'atteinte à l'intimité et à la dignité des patients. Donc là, ça a fait l'objet de nombreuses discussions parce qu'on a un plan architectural qui est
en cours sur l'établissement et qui est adossé au projet d'établissement. Effectivement, comme la plupart des établissements de France, hein, ils ne sont pas tous dotés de douches dans les chambres. Donc voilà, ça a porté souci. Et ils ont tout de même souligné que malgré que l'intimité était respectée avec les séparations, les portes fermées, les veilleuses, malgré tout, ils nous mentionnaient tout de même dans notre rapport, ce qui nous sert aussi à défendre notre projet architectural au passage. Sur la confidentialité, lors des temps de distribution des médicaments, ils ont observé que des ordinateurs restaient ouverts sans fermeture de session. Et concernant la contention physique, un défaut de traçabilité régulière, de surveillance par les soignants et de réévaluation médicale des contentions. Sur le chapitre 2 concernant les équipes de soins, donc défaut de réévaluation de la prescription d'antibiotiques entre la 24e et la 72 heures, malgré un système d'alerte de notre DPI. Et c'était aussi plus particulièrement sur le week-end où on dépassait les 48 heures, 72 heures. Mise en évidence d'une surveillance transfusionnelle non conforme à la procédure institutionnelle, traçabilité irrégulière des prises de constance, fiche de surveillance non renseignée à chaque étape, avec une problématique entre le service des urgences et le passage du patient en service de médecine, où la feuille de suivi, on ne l'avait pas retrouvée dans le dossier du patient. Donc, seule la moitié des infirmières des urgences ont bénéficié d'une formation d'IAO. La problématique, c'est qu'effectivement, on était à la suite de la période Covid, où toutes les formations avaient été annulées. Donc, on nous a reproché que toute l'équipe n'était pas formée, mais non, il n'y avait qu'une partie qui avait pu être formée, mais les autres, ils n'en ont pas tenu compte. Ensuite, l'établissement ne communique pas aux patients ses temps d'attente aux urgences. Pas d'analyse des dossiers des sorties SMUR. Sur la continuité des soins, une lettre de liaison à la sortie du patient qui était insuffisamment élaborée. Concernant l'identification du patient aux urgences, en fait, seuls les patients qui étaient hospitalisés ou qui restaient en box pour surveillance se voyaient poser un bracelet d'identification, et ceux qui venaient pour de la consultation de médecine générale et qui sortaient dans les minutes qui suivaient n'en avaient pas. Donc, ça nous a été fait. Voilà. Sur l'expérience du patient qui est rarement recherchée pour engager des actions d'amélioration, et les équipes n'analysent pas les IQSS, ce qui ne permet pas la définition d'actions d'amélioration. Donc, concernant l'établissement, une définition partielle des orientations stratégiques en cohérence avec son territoire, projets médico-soignants en cours et en lien avec l'ARS. La satisfaction du patient est mesurée essentiellement à partir des résultats des questionnaires de satisfaction. Donc ça c'est redondant avec ce qu'on a dit auparavant. Chapitre 1, oui. L'établissement ne participe pas au recueil ISATIS et n'évalue pas la qualité des soins perçus par les patients. Les représentants des usagers qui ne participent à aucune instance de l'établissement, mis à part la CDU, et c'est très peu connu des patients comme des professionnels. Un manque de sensibilisation des professionnels à la culture qualité, une démarche qualité de vie au travail qui est impulsée par la gouvernance et peu développée au sein de l'établissement, et pas de politique de développement durable formalisée. Donc concrètement, le ressenti des équipes lors de cette certification, ça a été très mal vécu parce que il y avait comme un sentiment d'injustice aussi. Il y a des choses où on nous a reproché effectivement sur la formalisation du projet médico-soignant alors qu'on était en cours avec l'ARS, avec un organisme en appui qui était sollicité par l'ARS. Je vous dis, sur les données architecturales, nous dire qu'on ne respectait pas la dignité et la sécurité des patients, c'était quand même très fort quand même. Ça a été dur aussi pour les équipes de recevoir ce genre de données. Et concernant la méconnaissance des IQSS, c'est là où je vous dis l'importance des acronymes, c'est que vous auriez dit IPAX aux équipes, elles étaient tout à fait capables de vous dire les résultats. Et d'ailleurs, quand l'expert visiteur a questionné
en équipe. Les résultats étaient juste derrière eux. Elle leur a dit, bah, vous avez les résultats derrière vous. Ils ont dit, bah oui, c'est les IPAX. Et sur les QSS, sur le coup, elles n'ont pas su répondre. Et ça n'a pas été pris en compte. Et c'est là où c'est difficile et il est important de faire reformuler aux experts pour pouvoir savoir ce qu'ils souhaitent exactement quand on ne comprend pas et ne pas se bloquer. Il est important de rassurer les équipes sur leur bien fondé de leur prise en charge, sur la logique et qu'ils expliquent ce qu'ils font au quotidien. Vraiment les rassurer sur... ouais. Nous, c'est ce qu'on voit aussi avec Noël, hein, quand on accompagne les établissements. Souvent, les professionnels ont tendance à tout de suite, quand on pose une question, ah ben non. Et en fait, au lieu de demander une reformulation, bah, le problème, c'est que face à des experts visiteurs, les experts visiteurs vont noter que c'est non conforme, alors qu'en fait, il fallait juste demander une reformulation. Donc, c'est vrai que c'est important de communiquer à l'équipe. Nous, c'est ce qu'on fait aussi quand on va en établissement, ne pas hésiter à demander des reformulations auprès des experts. Il n'y a pas, des fois, les acronymes ne sont pas les mêmes entre établissements. Donc, bien communiquer ça aux équipes, de ne pas hésiter à demander de reformulation auprès des experts visiteurs. Et s'ils n'ont pas compris, bien dire, je n'ai pas compris la question, est-ce que vous pouvez aller plus loin? Parce que le problème, c'est qu'il y a certains experts qui font des raccourcis et du coup, c'est non. Alors que finalement, si ça avait été reformulé, ça aurait pu passer en conforme. Donc voilà, c'est vrai que c'était une petite aparté, mais c'est important de le rappeler ici. Et c'est vrai que après, sur les rendez-vous quotidiens, les échanges, ils étaient difficiles parce qu'ils étaient quand même assez fermés. Et pour avoir eu l'expérience donc sur Vervins et le Nouvion, d'avoir une autre équipe d'experts visiteurs, sur la même période, on a eu les 3 visites, à 15 jours, un mois d'écart pour les 3 établissements. Ça s'est passé vraiment différemment en termes d'échange. Et là, je dirais qu'il y a quand même une partie d'experts dépendants. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut être vigilant et il ne faut pas hésiter à se défendre. Nous, on ne l'a pas fait sur Hirson parce que c'était tellement cassant. Et a posteriori, on s'est dit, et la direction qui était en place à ce moment-là ne souhaitait pas qu'on puisse répondre aux remarques qui avaient été faites. Et ça a été très très mal vécu par les équipes, justement, qu'on ne puisse pas apporter les éléments alors que ce n'est pas ce qui était vraiment indiqué. Voilà. J'ai une petite question. Est-ce que du coup, en fin de visite, en réunion de clôture, vous vous doutiez que vous alliez être sous condition ou... Oui. Ouais. Ouais, franchement, oui. C'était très très fermé. Ça a été quand même assez beaucoup dans le jugement. Honnêtement, on ne l'a pas vécu, je vous dis, sur le recul avec les 2 autres certifications des autres établissements. Sincèrement, on ne l'a pas vécu de la même façon. Et la seconde visite qu'on a fait à la suite de la visite de certification sous condition, elle n'a pas été vécue de la même façon du tout. Il y a quand même une approche des experts qui était différente. Et pourtant, dedans, on avait un expert qui faisait partie de la première équipe et qui nous a aussi dit, parce qu'on en a discuté quand même assez librement à la fin, le dialogue, il est complètement différent, je dis oui, mais l'approche aussi est différente du coordonnateur. Ouais. Donc voilà, ça c'est quand même important et je pense qu'il ne faut pas hésiter à se défendre. Et aussi apporter les éléments de preuve, évidemment, de ce qu'on fait, de ce qu'on sait faire, voilà, mais c'est important vis-à-vis des équipes. D'accord. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas d'autres questions. Moi, je vous laisse du coup poursuivre. D'accord. Je prends le relais. Ouais. Vas-y, Ludovic. Ouais. Alors, au niveau de la préparation de la certification sous condition, donc il y a déjà une première chose qui a été faite, c'est qu'on a eu une nouvelle gouvernance qui a été remise en place, le recrutement d'un nouveau collaborateur de service qualité, donc c'est-à-dire moi, et l'accompagnement donc du SRE qu'on a eu aussi également, qui nous a aidé aussi dans certaines démarches, qui nous a apporté des conseils. Et une application forte de notre présidente de CME qui s'est aussi inclus davantage dans la démarche et qui a impulsé une dynamique qualité-sécurité des soins au niveau des professionnels. Donc on a pu en mettre des actions d'amélioration continue et une implication des professionnels, donc en mettant en place
des actions. Donc déjà, on a mis en place un plan d'action suite à toutes les remarques qui avaient été faites dans le rapport. Et on a mis en œuvre donc les évaluations donc de la HAS, les évaluations donc patient traceur, traceur ciblé, et toutes ces évaluations ont conduit à des actions d'amélioration. On a pu identifier des actions et les inclure dans notre plan d'action et les suivre. Et vraiment pour impliquer les professionnels. Donc c'est vrai que le fait d'avoir fait des patients traceurs avec les professionnels, avec les médecins, voilà, on a pu quand même avoir un dialogue et puis vraiment leur inculquer cette culture qualité et sécurité des soins. Donc on a notamment, après au niveau des questionnaires de satisfaction, on a refait une refonte visuelle des questionnaires de satisfaction. Donc on a amélioré la présentation, on a rendu ça un peu plus ludique, un peu plus lisible. Donc ce qui a donné envie déjà aux patients de pouvoir y répondre. Et on a aussi fait des synthèses. Donc les synthèses sont faites tous les mois et diffusées au sein des services. Donc déjà ça donne voilà, un peu plus l'envie de voir récupérer les questionnaires. Et puis donc sur cette synthèse, il y avait également un taux de participation. Donc on pouvait voir un taux de participation donc, qui montait au fur et à mesure des mois. On voyait que les professionnels s'engageaient à essayer d'aller récupérer les questionnaires auprès des patients. Donc il y avait vraiment une dynamique qui se remettait en place. Donc voilà, c'était intéressant. Ensuite, donc il y a eu le recueil donc des adresses mail auprès du BE. Donc on a relancé ça également. On a pu récupérer donc les adresses mail, donc qui est assez difficile encore maintenant. Hein. On a une population qui est assez vieillissante et donc il n'y a pas forcément d'adresse mail, mais on a réussi à récupérer quelques adresses et à transmettre des fichiers. Donc malheureusement aujourd'hui je suis pas encore sûr qu'on soit encore très très bon, mais on arrive à atteindre quand même un minimum d'adresses mail et de transmission de questionnaires. On a acquis également un chariot douche, donc un chariot douche pour les étages, et on a remis en place une organisation au niveau des plannings de douche avec les AS, les aides-soignantes, donc pour que chaque patient puisse aller prendre sa douche en toute intimité et essayer de respecter au maximum Tu veux écouter le webinaire ou pas? Ah oui, c'est bien. Ouais, attends, je mets le son. Ouais, c'est quelqu'un qui était. Et donc, du coup, récupération. Non, je vais dire oui. Donc, du coup, organisation du programme de douche et donc respect supplémentaire de l'intimité. En sachant que les travaux ne pourraient pas être faits tout de suite, donc on a fait au maximum pour pouvoir répondre à cette demande, enfin à cette remarque. Ensuite, on a remis en place des groupes de travail donc sur la lettre de liaison avec intégration du DMP, voilà, donc vraiment avec les secrétariats médicaux, la présidente de CME, parce qu'il y a aussi voilà, le lien médical, enfin la partie médicale aussi dans les lettres de liaison. Donc, il y a eu des rappels qui ont été faits en CME sur les critères de la lettre, sur ce qui devait être présent dans la lettre et les choses automatiques qu'on pouvait aussi intégrer. Hein. Les audits internes. Donc, les audits internes, sur les IQSS, donc on a repris les critères des IQSS nationaux et tous les mois, on faisait une analyse de 3 à 6 dossiers dans chaque service pour voir un peu l'évolution. Non, et sur l'analyse des UQSS par service de façon mensuelle, on demandait à ce que ça soit à chaque fois des professionnels différents et que le médecin soit présent également. On va vous présenter la présidente de CME. Bonjour à tous, excusez-moi pour mon retard. Voilà. Qui a impulsé également Bonjour. La dynamique. Bonjour, il n'y a pas de mal. Donc ensuite, donc on a fait donc les synthèses et affichages des IQSS nationaux aussi dans les services, en rappelant aux professionnels ce qu'étaient les IQSS, la lettre de liaison à la sortie, la prise en charge de la douleur, que ça soit en SMR, la partie projet de vie, projet de soins. Ce qui était important, c'est qu'il y avait une organisation aussi de café qualité au sein des services où on présentait nos résultats. J'en parlerai un peu plus tard. L'analyse des IQSS mensuels pour chacun des services et le retour de la satisfaction des patients. Ouais. Ça, chacun. Et également les FEI, les FEI du service, les réclamations éventuelles qu'il y aurait pu avoir dans les services. Donc on a ce petit principe de faire un petit café qualité après les transmissions, qui a bien plu aussi aux professionnels parce que finalement on leur faisait un petit récap
de leur service à eux, quoi. Ensuite, sensibilisation interne donc des IDE à l'acte transfusionnel donc par les référents hémovigilance et donc un rappel aussi par la présidente de CME au niveau des prescripteurs. Donc qui est notre présidente de CME est également hémovigilante sur l'établissement, donc ça a pu aider également. Ensuite, non, on n'a pas terminé, c'est pas grave. Les auto-évaluations. Des auto-évaluations de pratiques donc, au niveau des services, donc sur les contentions, sur la douleur, sur la transfusion, sur les personnes de confiance, sur les directives anticipées. Donc ça, il faisait ça chaque mois, un jour donné. Il prenait tous les patients du service et il faisait donc une analyse de leur dossier. En vérifiant qu'il y ait bien eu les prescriptions de contention, la prise en charge de la douleur, la transfusion s'il y en a une, et qu'il y avait bien tous les documents dans le. Donc c'est une auto-évaluation des services et ça permet aussi de les inclure dans les démarches. Et puis d'améliorer aussi les pratiques. Ensuite, une sensibilisation des praticiens par la présidente de CME sur les prescriptions et la réévaluation des contentions et la réévaluation des antibiotiques. Voilà. Donc on a fait des rappels réguliers donc, en CME. Ensuite, la formation des IAO, donc du reste des IDE, enfin formation IAO, donc le reste des IDE aux urgences. Hein, donc toutes les IDE étaient formées pour la certification. Hein. L'identification donc de l'ensemble des patients accueillis par les urgences. Donc on a posé un bracelet systématique. Le pose, ça a été vu en CIV, voilà, décidé en CIV, validé en CIV, et puis voilà, on a imposé cette chose-là, cette pratique. La mise en place d'une estimation du temps d'attente sur l'écran de salle d'attente. Donc, sur l'écran de salle d'attente, on avait une petite présentation de notre service d'urgence et on a réussi avec les informaticiens à inclure cette durée d'attente pour pouvoir la diffuser auprès des patients. L'invitation systématique donc, des RU aux commissions des établissements. Donc, on les a invités également au CLUD, à l'EOH, au COPIL, donc pour pouvoir vraiment les inclure dans toutes les démarches, leur faire valider également même les projets d'établissement, les politiques qualité. Fallait qu'ils soient vraiment acteurs de l'établissement et qu'ils soient beaucoup plus. Et on les a même fait participer, donc d'ailleurs j'y pense, fait participer aux patients traceurs. On leur a demandé qu'ils participent aux patients traceurs, donc ils ont fait l'entretien avec le patient. En tant qu'RU. Et donc, du coup, ils ont participé à la démarche et ils ont pu voir un peu voilà, ce qui était demandé. Ensuite, il y a eu aussi la mise en œuvre d'un projet des usagers, donc avec des objectifs qu'on s'est donnés, qu'on a définis en plan d'action. Donc, les cafés rencontres qualité que Mme Seguin vous a indiqué tout à l'heure, les cafés rencontres qualité, donc, dans lesquels on faisait des rapports sur chaque service. Hein, donc, ça prenait un petit peu de temps à préparer, mais c'était bénéfique pour tous les services et ils se sentaient vraiment que je l'ai fait aux urgences, même à la limite à la pharmacie, mais à la pharmacie, les préparateurs, il y avait des parties, partie PECM, on a fait des cafés qualité. Voilà. Ensuite, on a également mis en place un mémo, enfin un petit mémo qualité, on a fait ça sous forme de petit livret. Dans lequel on a remis les informations sur la démarche qualité, sur les méthodes et les critères impératifs, un lexique donc qualité pour avoir une définition de l'ensemble des abréviations et des voilà, pour rappeler à tout le monde qu'il y avait les aboutissants entre guillemets. Ça, c'est très important de les préparer, effectivement. Il faut les préparer à un vocabulaire, voilà, c'est ça. Vocabulaire à qualité. Ensuite, on a rappelé les grands axes de notre plan d'action, de nos plans d'action. Donc vraiment les grands axes sur la transfusion, ce qu'on avait mis en place. Il faut vraiment les inclure, qu'ils soient informés comme si c'était au service qualité qu'on demandait voilà, qu'est-ce qu'on a fait sur ce domaine-là. Donc dans le domaine, il faut qu'ils sachent au moins répondre à une action. Ouais, et puis c'est le côté rassurant pour eux, du type de questions qu'ils peuvent avoir. Voilà, c'est ça. Voilà, il n'y a pas de surprise, c'est ce qu'ils font au quotidien, mais ça les rassure d'avoir les éléments dont ils ont pris connaissance au préalable. Et donc dans ce petit guide mémo, il y avait également même des parties, donc on a fait des parties risque infectieux, des parties circuit du médicament, dans lesquelles on a indiqué même les protocoles qui étaient prévus sur, par exemple, sur la gestion des périmés, après les informations sur les 5B, sur les médicaments à haut risque, les étiquetages des solutés. Donc voilà, vraiment des choses pratico-pratiques que les services de soins ont vraiment besoin pour pouvoir
avaient besoin de connaître. Et voilà, enfin, on fait en sorte qu'ils aient toutes les informations. Ensuite, à la suite de ce mémo, on a fait un petit quiz culture, qualité, sécurité, donc, dans lequel on posait quelques questions qui étaient en lien avec le mémo, hein, et pour vérifier un peu si ils avaient bien compris les pratiques. Et on a fait une correction après les transmissions, on a fait une correction avec les cadres et directement avec les agents. Pour pouvoir pour leur expliquer pourquoi ils s'étaient trompés, éventuellement, s'ils avaient pu se tromper dans la réponse et donner les bonnes informations. Ensuite, donc, comme vous l'a dit tout à l'heure, on a été aussi accompagné par le SRA qui a effectué des évaluations dans nos services, qui ont pu observer et puis poser quelques questions à nos professionnels, les rassurer aussi sur la future visite, et puis nous donner des conseils, et puis dans la structuration de nos actions, voilà. Donc, ils nous ont rassurés. Aussi, oui. Alors, Et moi, j'ai une petite question. Du coup, vous aviez combien de temps entre, on va dire, le premier rapport et la deuxième visite? Alors, on l'a reçu en novembre, je crois. Ouais, Moi, je suis arrivé en mars. Et on a eu 1 an et demi. Ouais, un petit an. 1 an et demi, ça devait être au deuxième semestre de l'année. Et finalement, ils nous ont informé que c'était reporté à janvier. Ouais, je crois que c'est ça. D'accord, ok. On a gagné un petit peu de temps, mais voilà, sinon c'était un délai plus court. Hein. C'était normalement. C'était 9 mois, 9 à 10 mois le rapport. En maximum. Visite sous condition. Bon, on voit bien à travers votre préparation que vous avez réussi quand même à mobiliser les équipes, voilà, à créer une nouvelle dynamique finalement. C'est ça, il faudrait vraiment créer une nouvelle dynamique. Puis bon, ils avaient été vraiment déçus. Il ne faut pas hésiter à aller dans les services et discuter avec eux. Et aussi, je pense qu'il y avait une histoire aussi de contact. Ils se sont effectivement tous mobilisés parce qu'ils n'avaient pas bien vécu là, et la première, et sur la deuxième, ils se sont vraiment mobilisés, que ce soit en termes de groupe de travail, d'implication au niveau des audits, d'évaluation de leurs propres pratiques au sein des services. Voilà. Il y a une belle comme vous le disiez tout à l'heure, c'est surtout un problème de vocabulaire et c'est ce qu'on voit également quand on accompagne les établissements certifiés sous condition et des établissements qui ont été non certifiés dans la région. En fait, la plupart du temps, c'est un gros souci de vocabulaire que les professionnels n'ont pas sur le terrain. Et du coup, voilà, c'est ce qui fait le décalage lorsque les experts visiteurs leur posent des questions et ce qui se répercute du coup sur le résultat de certification. Exactement. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en préambule sur quand je vous ai présenté la première certification, sur l'importance de la préparation d'un mémo pour tous les professionnels. Ouais. Alors, on a une main levée, Madame Dalby. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question qui concernait davantage tout ce qui est éléments de preuve, parce que c'est vrai que cette itération, elle fonctionne de façon différente au regard des autres itérations de certification. Comment vous avez aussi organisé vos éléments de preuve? Est-ce que vous avez anticipé les demandes, constitué des dossiers, ou est-ce que vous les transmettiez au fur et à mesure à la demande des experts visiteurs? Alors, on a préparé beaucoup de dossiers en amont sur nos procédures, protocoles sur chaque thématique, mais néanmoins, c'est vrai qu'il en manquait, et eux nous demandent, j'ai pas vu certains points, donc on allait chercher, leur refournir dans les heures qui suivaient. En fait, on leur a fourni un dossier qualité donc sur notre réseau, dans lequel on avait mis les éléments qu'on suivait, donc les réunions, les réunions, les éléments de preuve, les procédures. Et après, les procédures, elles étaient sur une jet de documentaire, mais en fonction de comment on l'avait renommé. Des fois, ils ne retrouvaient pas forcément la procédure en question. On leur retrouvait, on leur donnait après derrière. Mais donc, on avait la gestion documentaire qui était sur la GED et certains documents d'éléments de preuve, compte rendu, formation, qui étaient sur par thématique ou par. Moi, j'avais un dossier qui s'appelait Commission Instance et dans lequel il y avait toutes les comptes rendus de réunion avec les informations, les groupes de travail. La CME, voilà. Tous ces points-là. Voilà. Donc on a fait quand même une préparation en amont de l'ensemble des documents et on leur a tout fourni. En arrivant, ils avaient même le livret mémo qui avait été fourni aux professionnels, le livret d'accueil. Il faut vraiment
leur donner tous les éléments que vous pouvez, et ensuite, et ensuite leur fournir si vraiment ils en ont besoin. Par contre, il faut avoir une certaine réactivité, voilà, leur donner assez rapidement, je pense. Il faut être réactif dès qu'il y a une remarque, il faut y répondre, quoi. Voilà. Merci. Entendu. Merci beaucoup. Merci. Voilà. On poursuit. Je vous laisse poursuivre du coup sur votre deuxième visite. Du coup. Alors, au niveau de la visite sous condition, au niveau de l'organisation, on a reçu un planning donc 4 mois avant, en août, enfin les dates de visite 4 mois avant, donc on savait que c'était du 23 au 26 janvier. On a eu donc 4 experts, dont un expert donc de la partie numérique qui est resté sur une seule journée, hein, je crois. Donc au niveau des experts, on avait un médecin, une directrice des soins qui était plutôt axée sur la qualité, et une directrice des soins, soins, et un expert numérique qui était vraiment sur la démarche numérique, parce qu'on était vraiment sur la nouvelle démarche qualité, du nouveau manuel de certification, avec la partie numérique Voilà, ça c'était aussi nouveau par rapport à la certification précédente. Ils ont vraiment axé sur le numérique. Il y avait le risque numérique qui était évalué également. Donc vous pouvez hésiter à faire la sensibilisation sur le RGPD, sur les risques numériques, les cyberattaques. Si vous avez des exercices, vous pouvez faire un exercice. Des réflexes pour les équipes, surtout pour repérer une cyberattaque. Et débrancher l'ordinateur. À tenir justement au cas où on se rend compte de quelque chose d'anormal sur les ordinateurs. Ouais. Ça, c'est important. Ça sera super important. Ils vont vous demander si les professionnels sont au moins sensibilisés. Nous, je sais qu'on avait diffusé aussi sur les ordinateurs d'établissement des petites vidéos de sensibilisation à la cyberattaque, cybercriminalité. On avait fait un exercice aussi. Et un exercice avec le GHT et notre fournisseur. On a également eu une chef de projet du service certification, donc qui était présente comme observatrice lors d'une journée également. Ensuite, au niveau du planning de visite, le calendrier, donc il a été communiqué au mois de novembre, donc un mois avant la visite, et sur lequel on nous a donné donc les 6 patients traceurs. On nous a dit voilà, il y a 6 patients traceurs. On voudrait voir un patient hospitalisé qui est passé par les urgences avant. On a vu des cas particuliers. Et des parcours traceurs, pareil, avec un parcours du patient sur le dernier mois. Donc il fallait fournir une liste de fichiers et préparer donc les patients présents, préparer une liste de patients présents qui seraient susceptibles de pouvoir être vus par les experts pour ce jour-là. Ça permet quand même en fait, on a fait un choix par rapport au dossier, puisqu'il y a toujours des dossiers qui sont mieux tenus que d'autres. Donc en fait, on a fait un choix avant la visite de 3 dossiers, je crois, pour chaque parcours traceur, où les patients traceurs, c'était moins évident puisque c'était les patients qui sont là. Ouais. Mais pour le parcours traceur, c'est vrai qu'on a regardé un peu les dossiers pour essayer d'avoir quand même des dossiers qui n'allaient pas nous poser de problème. Voilà, c'est un peu ça. Et ça a été le cas, puisque en fait, ils nous demandent d'en choisir un, mais d'en avoir 2 de secours pour chaque parcours traceur. Et finalement, ils ont pris le premier que l'on avait choisi. Et ce qui fait que, voilà, on les choisissait aussi en fonction de ce qui avait été indiqué dans ces dossiers. Donc voilà, je pense que ça, c'est important aussi de le préparer bien en amont. Et ensuite, ce qui est important aussi, c'est concernant les patients traceurs, de bien reprendre aussi avec les CAN la coordination du listing des patients, ce qui correspond les patients éventuellement qui pourraient être ciblés en termes d'audit et qui sont attendus sur la surveillance de l'antibiothérapie, sur la transfusion, sur les échanges avec des patients aussi bien ciblés
ça soit prêt pour les experts visiteurs, ça c'est important aussi. Ils apprécient que ça soit réactif et qu'ils puissent intervenir rapidement dans le service. Les choix étaient bien faits au préalable. Donc, quand on nous a transmis le calendrier, on avait à peu près 15 jours, je crois, pour éventuellement modifier, voilà, et puis préparer chaque acteur, en dire voilà, on aura tel acteur à tel moment dans la journée. Alors, on ne pouvait pas vraiment modifier le parcours, enfin le fonctionnement voilà, par patient traceur, mais on pouvait à la limite adapter. Donc, on a eu une réunion ensuite en visioconférence avec le coordinateur des experts visiteurs, donc pour éventuellement faire des modifications et puis leur demander aussi leurs besoins au niveau logistique et au niveau pas patient, mais liste de patients et documents complémentaires. Ils nous ont demandé quelques documents complémentaires avant la visite, notamment sur le numérique, tout ce qui est cartographie applicative. Donc ils nous ont demandé quand même quelques documents. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément sur la plateforme Callisto, parce qu'on a des documents obligatoires à indiquer, à intégrer dans le Callisto. Mais on n'a pas forcément. Il y a certains documents qu'ils n'avaient pas et qu'ils souhaitaient voir parce que justement pour pour l'évaluation de la partie numérique, donc ils nous ont demandé des documents supplémentaires qu'on a transmis dans les 15 jours avant la visite, quoi. Ensuite, on peut passer à la diapo suivante. Donc au niveau du déroulement de la visite, il y a eu un respect du planning de visite, hein, on n'a pas eu de sujet particulier. Ce qui est important aussi, c'est de leur préparer les salles, les points où ils vont pouvoir se réunir pour faire leur synthèse après à la suite avec toute la logistique nécessaire, hein, la possibilité de se connecter en Wi-Fi, avec les codes Wi-Fi disponibles rapidement, les clés des différentes salles. Les points où vous allez réaliser les audits avec les équipes, tout soit bien organisé pour eux. Ça. Et puis qu'il y ait des personnes qui les accompagnent à chaque moment où ils doivent se rendre dans une salle pour réaliser des audits qui ne cherchent pas dans l'établissement. Vous ayez bien prévu au préalable. Que tout le monde soit prêt aux heures et sache les lieux dans lesquels la visite serait déroulée, quoi. Ils apprécient fortement que ce soit bien organisé, quoi. Au niveau du temps d'échange quotidien avec les experts, c'était de manière bienveillante par rapport à la précédente certification. On avait quand même des remarques, hein, mais des remarques dans le sens où on pouvait éventuellement corriger ou dans l'immédiat, des actions immédiates, des actions immédiates. Ensuite, au niveau des rencontres avec les professionnels, ils ont été mis en confiance par les experts, donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment une bienveillance, hein, vraiment, c'est vrai qu'on a ressenti ça comme ça. Et donc avec la présence, et on avait aussi la possibilité donc d'avoir la présence de l'encadrement qui a été accepté lors des entretiens professionnels. Alors, ils n'avaient pas le droit de parler. Pas pour intervenir, mais simplement voir si il y avait un besoin de reformulation. Voilà. Des fois, ça peut rassurer les équipes. Et le cadre, des fois, il perçoit que l'agent est un peu en difficulté. Il peut reformuler pour que ça soit mieux compris. Donc, c'était juste dans ce sens-là. Donc en plus, les experts, on leur demandait si on pouvait y participer en disant voilà, on n'intervient pas, mais voilà, le fait d'être là aussi, je pense que ça rassure aussi les professionnels de voir le cadre dans le service un peu moins impressionnant, quoi. Des professionnels qui peuvent hésiter à parler parce qu'ils ont peur de dire une bêtise ou de dire donc ils osent pas, alors que si le cadre est là, ils se lâchent un peu plus facilement, ils arrivent à parler plus facilement de leur pratique. Et puis en général, il n'y a pas de souci, hein, au niveau de la réunion de clôture, donc lors de la première réunion qu'on a eue avec les experts, donc l'encadrement, ils nous avaient demandé s'ils pouvaient faire une restitution après à l'ensemble de l'équipe. Donc ça a été proposé à la direction. La direction a fait le choix d'accueillir tous les membres du personnel à la fin de la visite pour pouvoir avoir un rendu. Donc c'est bien, comme ça, tout le monde a pu participer en grand nombre et puis ça impliqué dans la démarche réellement. Le retour des experts, donc il a été apprécié par les équipes et puis tout le monde a été remercié. Donc les experts avaient apprécié vraiment les échanges et puis la sincérité des professionnels.
le ressenti général, c'est effectivement c'est un échange qui a été bienveillant entre les agents et les experts. D'ailleurs, les experts se présentent comme des pairs par rapport à nous, directeurs des soins, médecins, et là, qui sont aussi professionnels aussi à côté, qui ne sont pas que experts HAS. Et le vécu, il a été vraiment différent par rapport à la première certification. D'accord. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Alors, concrètement, quelles questions vous avez eues au niveau numérique? Concrètement, des questions au niveau numérique, après moi je sais pas, c'est plutôt. Ouais, ce qui avait été. C'est plus au niveau il y a déjà tout ce qui est par rapport à la cybersécurité. Ouais. Donc là, c'est vraiment important. Et puis, la sécurité aussi au quotidien par rapport aux mots de passe, quand on se connecte sur le dossier informatique, par exemple, si on a des adresses mail sécurisées, comment le courrier est adressé aux professionnels, si c'est via une adresse mail sécurisée. Voilà, il y avait pas mal de questions là-dessus. Je réfléchis encore. Et après, informatiquement parlant, sur toute la technique, ouais, donc là c'était très, c'était très informatique et là. Moi, il y a eu l'appui. Visée cyberattaque très technique. Ouais, c'est ça. Et puis vraiment, voilà, la cartographie applicative, quels sont les liens entre les logiciels, l'hébergement de nos données était sécurisé, enfin voilà, tout ce qui était en place sur ces. Et après, au niveau des professionnels, c'était vraiment, qu'est-ce que vous faites si vous détectez quelque chose? Est-ce que vous avez été sensibilisé? Vraiment, ils posent des questions aux professionnels vraiment pratico-pratiques. C'est vraiment, est-ce qu'ils ferment bien leur écran, s'ils ferment bien leur session, est-ce qu'ils ont bien des identifiants uniques et individuels, que ce soit pas commun. Voilà, faut vraiment qu'ils répondent répondent au tac au tac et puis qu'ils disent qu'ils ont été sensibilisés, surtout qu'ils ont eu une sensibilisation et qu'ils la connaissent. C'est pour ça que je vous dis la fiche réflexe, nous c'était 4 lignes sur la cyber. Le risque de cyber. Ouais, c'était le câble à débrancher. Quel réflexe, qui on contacte et comment agir tout de suite, débrancher l'ordinateur, pour que l'ensemble du réseau soit pris et contacter immédiatement l'astreinte informatique. Pour les avertir de ce qui se passait. Et il y a une question, est-ce qu'on demande aux patients son accès à l'espace santé? Sur le DMP, alors on n'avait pas, on l'avait, oui effectivement. Et nous, on avait une réunion qui était prévue avec l'assurance maladie dans les semaines qui suivaient. Donc, on a évoqué qu'on faisait une sensibilisation des patients pour l'alimentation du DMP. Ça tombait bien à ce moment-là. Après, oui, c'est important, effectivement, de sensibiliser les patients, qu'ils soient informés que c'est transmis sur leur DMP. Et ils ont aussi la possibilité de refuser. Donc, mais il y a d'ailleurs des affiches qui sont très bien faites. Alors je ne sais plus quel réseau avait ça, des affiches qu'on peut mettre dans les bureaux des entrées, vraiment un peu assez ludique, en format BD aussi. Il y avait un format BD qui explique aux patients, voilà, ce qu'est le DMP, les raisons, et puis ça c'est super, voilà, l'importance du DMP. Voilà. Et du coup, ils sont venus pour sensibiliser la CEPAM, ils sont venus pour sensibiliser et les professionnels, mais aussi les patients. Ouais, il y avait un petit stand. Donc ça, oui, ça fait partie des points aussi pour le DMP. Après, je vois qu'il y a une question sur les cotations des nouveaux critères sur le numérique. Alors, n'hésitez pas, on a fait un webinaire à ce sujet, un webinaire spécifique sur le risque numérique. Il est disponible sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le consulter. Donc là, c'est vrai on attend du coup la parution du nouveau manuel pour pour mettre à jour justement ces critères sur le numérique et voilà toutes les nouveautés. Donc n'hésitez pas déjà à prendre connaissance des webinaires qu'on a réalisés l'année dernière sur le risque numérique. Vous savez qu'il y a pas mal d'infos, pas mal de
de liens vers les affiches d'information, etc. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. On peut poursuivre avec les informations et conseils. Donc, informations et conseils, ben, nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, il est important de bien préparer vos professionnels au vocabulaire qualité et HAS, bien indiquer aux agents qu'ils ont la possibilité de demander une reformulation des questions aux experts visiteurs, qu'il n'y ait pas de crainte, qu'il n'y ait pas de jugement parce qu'ils n'ont pas compris. D'ailleurs, les experts le disaient également. Oui. Les experts l'ont dit Oui. dès l'arrivée. Donc ensuite, bien préparer les documents par thématique en fonction des différentes évaluations. Et ce qui est dit aux experts doit être justifié. Il faut pouvoir en apporter les éléments de preuve. Ça, c'est important. Pas nous donner des choses où derrière, on n'est pas en capacité d'apporter les éléments. Et enfin, ce qui est vraiment aussi important, c'est la réactivité face aux remarques des experts. S'il y a des choses qu'ils ont observées, qu'ils ont vues, c'est mettre en place immédiatement des mesures correctives et leur fournir la preuve que c'est, voilà, aujourd'hui c'est modifié. Effectivement, vous aviez raison, ce point-là, et apporter que, voilà, on a corrigé immédiatement une chose qui a été revue le premier jour, si le lendemain ils font une évaluation et il y a de nouveau ce critère-là qui est dans l'évaluation sur une autre partie, et ben, ça va être compté entre guillemets dans le pourcentage dans le calcul de la certification. Donc si il y a une erreur, s'il y a une erreur qui est corrigée, le lendemain ils ne la revoient pas, ils vont pas la recompter. Donc ça permet d'améliorer le pourcentage, du moins la note. Je me souviens par exemple à l'hôpital de jour, il y avait un problème de prescription médicamenteuse qui n'était pas faite dans le dossier informatique. Manuscrit. C'était écrit voilà, en manuscrit et elle nous en a parlé le soir. Et dès le lendemain, on a mis des modifications. Et en fin de semaine, elle a refait une évaluation à l'hôpital de jour. Et elle a vu que les choses avaient été modifiées. Donc, elle a bien sûr compté le nom de la première fois. Mais en tout cas, ça a permis de minimiser la note négative, puisqu'on a tout de suite réagi par rapport à la modification. Il y avait aussi je pense, le téléphone du SMUR interne qui devait être un téléphone médical. Mais voilà, en fait, nous, ce sont les infirmiers qui répondent et donc ça, c'est pas bon. En fait, c'était dans le bureau poste médical infirmier. Voilà. Et parfois, le médecin il s'est occupé et c'est l'infirmier qui répondait parce que c'était une ligne fixe voilà. SMUR interne. Et donc, on parlait du numéro d'appel, numéro unique d'urgence. Oui, la ligne d'urgence interne avec sonnerie spécifique, donc elle était identifiée par tous les professionnels. Donc, mais ce n'était pas un médecin au bout du fil, en fait. Et ce n'était pas le médecin au bout du fil. Donc après, on a mis en place un DECT et le médecin l'a dans sa poche dorénavant. Voilà. Mais c'est que nous, c'est vraiment ce qu'on voit avec les établissements qu'on accompagne, c'est qu'en fait, la réactivité est vraiment prise en compte par les experts. Et voilà, si l'établissement arrive à mettre en place des choses, bon, les experts vont garder du coup, comme vous le dites, la notation qu'ils ont eue au début, mais par contre vont réévaluer et vont indiquer que voilà, les choses ont été mises en place, il y a une réactivité de l'établissement, les pratiques ont changé. Donc voilà, ce qui permet du coup lors de la décision de certification, de passer parfois au vert quand on est en orange, petit besoin. Ouais, tout à fait. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup en tout cas, puis bravo parce qu'on ressent vraiment la dynamique de l'établissement. Et du coup, suite à cette visite sous condition, il n'y a pas eu un petit soufflet des professionnels? Non, on poursuit toujours nos évaluations d'IQS16 de façon mensuelle. Enfin, il ne faut pas les lâcher. Faut pas lâcher parce que... Voilà, ouais, c'est ça. Il faut continuer à garder cette dynamique qui a été instaurée du coup. Il faut poursuivre, on a nos groupes de travail avec nos référents et on poursuit l'activité.
D'accord. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ensuite, c'est complet. Tout était complet. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, alors je vois que Noël, ma collègue, voilà, elle a mis les petits liens vers la fiche mémo sur les synthèses des droits et règles d'accès à mon espace santé sur le DNP. Oui. Et ensuite, enfin, le lien vers le site, le PowerPoint réalisé par Amélie. Et ensuite, il y a le webinaire, oui, qu'on avait fait du coup. Et on avait également fait un retour d'expérience d'un expert visiteur sur les critères du numérique, sur les cotations, etc. On savait que c'était source d'information, c'était vraiment pas mal. Donc, n'hésitez pas, le webinaire et le replay est disponible. Et, le support aussi si vous avez besoin, mais n'hésitez pas à le revisionner. Tout est disponible en replay. Et ben, en tout cas, merci beaucoup au Centre hospitalier d'Hirson. Encore bravo. Merci. Merci. Bon courage votre pour du coup présentation. garder cette dynamique pour la suite. Oui, c'est ça. Belle Et puis dynamique. bel après-midi à tous. Merci. Merci. Bon Merci. après-midi, au revoir. Au revoir. Ah, Nous, on va rester rester. en ligne. Ouais. Ouais, on va rester en ligne. Vous restez. On était enregistré. Il y avait plein d'établissements. Oui, il y avait